Coupons la Terre en deux. Tu peux voir toutes ces couches. Voici le noyau interne. Il est environ 40 fois plus chaud que l'intérieur de ton four. Voici le manteau, un océan de lave chaude. Voici la croûte terrestre, la surface solide sur laquelle vit notre civilisation. Mais si tu lèves les yeux, il y a de nombreuses couches en plus de l'atmosphère et de la couche d'ozone. Les scientifiques ont récemment découvert une étrange bulle qui protège notre planète des radiations. Et non, ce n'est pas le champ magnétique de la Terre. Cette bulle est faite d'ondes radio. Nous les utilisons pour communiquer. Notre planète brille comme un sapin de Noël dans le spectre radio. Mais nous allons nous intéresser aux ondes de très basse fréquence, celles qui nous permettent de rester en contact avec les sous-marins. Donc, les ondes radio sont comme des ondes lumineuses ou des ondes océaniques ordinaires. Regarde celle-là. La distance entre les deux pics correspond à la longueur d'onde. Et le nombre de ces ondes sur une période de temps est la fréquence. Par exemple, il y a 10 vagues dans cet intervalle d'une seconde. Alors, peux-tu deviner la fréquence de cette onde? Oui, c'est 10 Hz. Les téléphones portables utilisent des ondes d'une fréquence de 300 à 3000 MHz. Donc, ajoute 6 zéros de plus à ce nombre. Mais les ondes de cette fréquence ne traversent pas bien les obstacles. Pense au fait que tu perds la connexion de ton téléphone portable lorsque tu traverses un tunnel. C'est parce qu'il y a du métal à l'intérieur. C'est un matériau conducteur qui affaiblit beaucoup les ondes radio. L'eau salée est aussi une sorte de conducteur. Ainsi, si le sous-marin est assez profond, l'épaisse couche d'eau affaiblit le signal. Et nous perdons la communication. Pour la maintenir, on envoie moins d'ondes, mais on les allonge. Dans le même laps de temps, la fréquence des ondes courtes sera beaucoup plus élevée que celle des ondes longues. C'est pourquoi on les appelle des ondes à très basse fréquence. Mais il s'avère que ces ondes voyagent partout sur la Terre et même dans l'espace. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les ondes entrent en collision avec les particules de radiation du Soleil. Nous pensons que le Soleil est un aimable géant qui nous donne de la lumière et de la chaleur, mais il émet en fait de nombreux rayonnements nocifs. Chaque éruption ou décharge électrique de matière de notre étoile natale provoque une explosion de radiation encore plus importante. Ces particules volent vers notre planète, tout comme le font les ondes radio. Elles parcourent 93 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre en 8 minutes et s'écrasent sur notre bulle qui fait office de bouclier. En gros, les particules de radiation du Soleil s'accumulent dans les ceintures de radiation autour de la Terre. Le champ magnétique de notre planète les piège. Et une bulle d'ondes de très basse fréquence récemment découverte se trouve juste en dessous de cette ceinture de radiation. Elle nous aide à repousser une partie des émissions nocives. L'analyse d'anciennes études a confirmé que les ceintures de radiation étaient autrefois beaucoup plus basses et plus proches de la Terre. Mais lorsque notre civilisation a commencé à utiliser la radio de manière intensive, nos ondes ont fait remonter notre ceinture plus haut. Personne ne s'attendait à un tel effet de simples ondes radio, mais cela nous donnera un moyen de protéger les astronautes dans le futur. Quand tu es sur Terre, son champ magnétique te protège des radiations. Tu peux physiquement le voir lorsque les particules chargées du vent solaire font briller les particules d'air au pôle de notre planète. C'est une aurore. La prochaine fois que tu contempleras cette beauté, sache que c'est en fait la Terre qui te protège de certains rayons extrêmement nocifs. Mais si tu es en dehors du champ magnétique terrestre, quelque part dans l'espace, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Rien ne te protège là-bas. C'est un gros problème pour les astronautes qui passent des mois dans la Station spatiale internationale. Peut-être les scientifiques apprendront-ils à créer des bulles protectrices d'ondes de très basse fréquence autour des stations spatiales et des vaisseaux spatiaux. Il en va de même pour les autres planètes. Nous allons probablement coloniser Mars un jour, et il n'y a pas de champ magnétique là-bas, et rien ne peut te protéger des radiations. Mais si tu crées une bulle artificielle là-bas, tu peux réduire les radiations nocives. Une autre bulle invisible qui nous protège est l'atmosphère. C'est comme un gâteau en couche ou un oignon. Chaque niveau de l'atmosphère a ses propres propriétés. La couche la plus basse dans laquelle nous vivons est la troposphère. Cette couche contient 80% du poids de tout l'air de la planète. C'est aussi le principal endroit où réside la vapeur d'eau. Et c'est là que fonctionne la machine appelée météo. Le Soleil envoie des rayons d'énergie vers la Terre. La surface de notre planète les reflète et réchauffe l'air de la troposphère. Cela le fait bouger et changer de place avec l'air froid. Ainsi, le vent, les cyclones, les tempêtes et les tornades se produisent uniquement dans la troposphère, jusqu'à environ 12 km d'altitude. C'est pourquoi les avions commerciaux volent à une altitude d'environ 10 km. Le vent ou d'autres mauvaises conditions météorologiques n'affectent pratiquement pas cette zone. Et l'air ici n'est pas aussi dense qu'il l'est sur Terre.
Voler à 1,5 km au-dessus du niveau de la mer, c'est comme se déplacer dans un biscuit. C'est dur. Mais à une altitude de 15 km, on a l'impression de se déplacer dans une crème fouettée légère. L'avion ne ressent presque aucune résistance. C'est donc gagnant-gagnant. On économise du carburant et les passagers sont en sécurité. L'inconvénient majeur est qu'il fait très froid et que l'on ne peut pas respirer. C'est froid parce qu'il y a très peu de molécules d'air pour absorber la chaleur du sol et la transférer aux autres. Pour la même raison, tu ne pourrais pas respirer ici. C'est pourquoi les avions sont équipés de masques à oxygène, juste au cas où. Allons un peu plus loin. Voici la stratosphère. Il y a encore moins de molécules d'air ici, et c'est là que volent les sondes météorologiques. Ce sont des sortes de petits ballons équipés d'ordinateurs que les gens utilisent pour prédire le temps. Cette partie de l'atmosphère contient également la fameuse couche d'ozone. C'est notre bouclier contre les rayons ultraviolets néfastes. L'ozone est presque identique à l'oxygène, sauf qu'il contient 3 atomes. Lorsque les rayons ultraviolets nocifs pénètrent dans notre atmosphère, ils s'écrasent sur la molécule O3. Le rayon brise la molécule en O2 et en un autre atome d'oxygène. Le rayon lui-même est converti en chaleur, mais l'ozone se régénère rapidement. Un seul atome d'oxygène rejoint l'O2 et la molécule d'ozone est prête à nous protéger à nouveau. C'est le bouclier invisible qui nous protège des rayonnements. Il a donné naissance à toute vie sur Terre. T'es-tu déjà demandé pourquoi la Terre n'a pas d'anneau ? Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont. Mais les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. 2 théories décrivent la façon dont les systèmes d'anneaux se sont potentiellement développés. La première stipule que les anneaux seraient nés à partir de restes datant de l'époque où une certaine planète se formait. Ou bien, comme l'avance la seconde, ils pourraient être les restes d'une lune qui a été soit détruite lors d'une collision, soit brisée par la force gravitationnelle de sa planète mère. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les géantes gazeuses ont des anneaux, mais ils pensent que cela pourrait être dû au fait qu'elles se sont formées dans le système solaire extérieur. Les planètes rocheuses se sont formées dans la zone intérieure de notre système solaire. C'est pourquoi elles étaient mieux protégées des impacts et collisions potentielles qui auraient pu former des anneaux autour d'elles. Ou bien, la raison est que les planètes plus grosses ont un plus grand volume, ce qui permet à un système d'anneaux de rester stable. Certains scientifiques pensent que notre planète a bel et bien eu un système d'anneaux il y a longtemps. À ses débuts, un objet de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a probablement donné lieu à un anneau dense de débris. Mais son système d'anneaux a très vite fusionné. Et c'est ainsi que notre Lune s'est formée. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau à environ 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus ancienne source d'eau que nous connaissions. Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il en a 13,8 milliards. Ce nuage inhabituel est aussi la plus grande source d'eau que nous connaissions. Il contient 140 trillions de fois la quantité d'eau que la Terre contient dans ses océans. C'est colossal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce nuage de vapeur est en quelque sorte en train de nourrir un trou noir. Il pourrait contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour aider son trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Nous savons tous que la Terre a une lune. Mais il y a 2 autres astéroïdes, 3753 Kruitne et 2002 AA29. Verrouillés dans des orbites co-orbitales avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec elle, si bien qu'il semble suivre la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre, 2002 AA29, suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique le rapproche de nous tous les 95 ans. On pourrait s'attendre à ce que Neptune soit un endroit extrêmement froid et sombre. Après tout, c'est une géante de glace située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune ne reçoit pas une grande quantité de lumière du Soleil, si bien qu'à midi, la luminosité y est semblable au crépuscule sur notre planète. Mais cette géante de glace semble créer sa propre chaleur. Pour être précis, 2,6 fois plus de chaleur qu'elle ne reçoit de Soleil. Cela est probablement dû à toute la pression qui règne près du noyau de la planète. Elle construit et libère de l'hydrogène qui maintient le centre de Neptune à une température folle de 5150 degrés Celsius. Mais son atmosphère est encore assez froide. La température varie entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. À quelle forme penses-tu lorsque quelqu'un mentionne les tempêtes ? Probablement aux longs ovales des ouragans et aux cônes des tornades.
Mais cela n'est valable que sur Terre. Au pôle nord de Saturne, une tempête fait rage depuis au moins 40 ans. Et elle a une forme hexagonale. Une forme aussi bizarre a probablement quelque chose à voir avec les gaz turbulents de Saturne, ou peut-être même avec les jets zonaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans une région de pression extrêmement élevée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles le font ? Le fait est que si tu étais dans l'espace, tu ne les verrais pas du tout scintiller. La raison pour laquelle nous voyons les étoiles scintiller est due à l'atmosphère de la Terre. La lumière de la taille d'une épingle provenant d'une étoile frappe l'atmosphère. L'atmosphère la réfracte ensuite, ce qui envoie la lumière en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes nous paraissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Et oui, leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère. Mais ces mouvements s'annulent mutuellement. C'est pourquoi nous ne voyons pas de scintillement, mais seulement une lueur régulière. Dans certaines régions, tu peux ressentir de grands changements de température. Par exemple, dans le Montana, où en une seule journée, les températures sont passées de moins 48 à 7 degrés Celsius. Cela semble beaucoup, mais c'est insignifiant comparé à Mercure, où les températures ont tendance à varier de plus de 600 degrés Celsius en une seule journée. Elles commencent à moins 170 degrés la nuit et montent à 430 degrés Celsius pendant la journée. Imagine la valise que tu devrais préparer pour une seule visite de 24 heures sur Mercure. Pourquoi l'atmosphère de notre planète natale ne s'évapore-t-elle pas pour disparaître dans le vide de l'espace ? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont notre atmosphère est composée ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ces molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et elle a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste au même endroit. En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite. La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de 2 fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même, et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même, et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'1 mètre de diamètre, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre qui, à leur tour, tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. À l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas près de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit.
Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'univers. Près des 3/4 de l'univers sont constitués d'énergie sombre. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où deux pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épais nuages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant assez téméraire pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris. Le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire.